Au cours de l'été 1984, John Ruetten a rencontré Sherry Rasmussen, une jeune femme particulièrement intelligente. À tout juste 16 ans, elle s'est inscrite à l'université LMA pour obtenir un diplôme d'infirmière. Leur rencontre a été l'occasion d'un rapprochement immédiat. John venait d'être diplômé de l'UCLA, tandis que Sherry occupait un poste important en tant que directrice des soins infirmiers au Glendale Adventist Medical Center. Ils se sont mariés en novembre 1985 et étaient impatients de commencer leur vie commune à Van Nuys, en Californie. Le 24 février, John part travailler dans une société d'ingénierie voisine. Ce matin-là, Sherry décide de faire une grasse matinée. Normalement, elle aurait dû partir au travail avant John, mais ce jour-là, elle avait envisagé de se faire porter pâle à cause d'une conférence qu'elle n'attendait pas. Elle a informé Jean de son intention de prendre une décision après avoir fait la grasse matinée. John a commencé sa journée de travail un peu avant 8 heures et a ensuite essayé de contacter Sherry pour savoir si elle était partie travailler. Dans un premier temps, l'absence de réponse de Sherry ne l'a pas beaucoup inquiétée. Elle était peut-être prise par son travail ou avait décidé de prendre un jour de congé pour faire des courses. Après plusieurs heures de tentatives infructueuses pour la contacter, John s'est adressé à son lieu de travail et a appris qu'elle ne s'était pas présentée. Tout au long de la journée, il a continué à essayer de la joindre, sans succès. Après avoir terminé son travail, il a fait quelques courses, notamment un nettoyage à sec avant de rentrer chez lui. À son arrivée, il a remarqué que la porte du garage était ouverte, ce qui était inhabituel car aucun d'eux ne la laissait habituellement ouverte. La BMW de Sherry avait également disparu. Supposant d'abord qu'elle était sortie faire des courses et qu'elle avait oublié de fermer le garage, il s'est inquiété lorsqu'il a vu des débris de verre sur le sol, signe évident que quelque chose n'allait pas. En entrant dans la copropriété, John a été confronté à un spectacle effrayant. Sherry, âgée d'à peine 29 ans, gisait sur le sol avec des signes évidents de violence sur le visage, encore vêtue de son peignoir. Désespéré, il a tendu la main pour la toucher, espérant contre toute attente un signe de vie, mais sa peau était froide au toucher. C'est à ce moment déchirant qu'il s'est rendu compte que Sherry avait disparu. Pris d'un sentiment d'urgence, il compose le 911 pour demander de l'aide. À son arrivée, la police pense d'abord qu'il s'agit d'une sorte de cambriolage qui a mal tourné. Il découvre des signes évidents de lutte. Étrangement, il n'y a aucun signe d'effraction et malgré le désordre qui règne dans le salon, où des objets sont éparpillés, les signes habituels d'un cambriolage sont absents. La pièce était chaotique, avec un vase cassé et des enceintes stéréo renversées. Curieusement, un magnétoscope et un lecteur de CD étaient placés dans l'escalier, comme si quelqu'un avait eu l'intention de les prendre, mais n'avait pas donné suite, des gouttes de sang étant visibles sur le lecteur de CD. Hormis la voiture, le seul élément manquant sur les lieux qui a inquiété les enquêteurs est la licence de mariage du couple. À l'étage, ils ont découvert que la porte coulissante en verre avait été brisée, ce qui correspond aux éclats de verre trouvés sur le sol du garage par John. Les policiers ont été attirés par une couverture matelassée suspendue à une chaise, qui, après un examen plus approfondi, a révélé un impact de balle. Après un examen plus approfondi, les forces de l'ordre ont fait une découverte troublante. Sherry avait subi 3 blessures par balle à la poitrine. Il semble qu'elle ait été touchée une fois, puis que l'agresseur ait placé l'arme directement contre sa poitrine pour tirer 2 fois de plus en utilisant la couverture pour étouffer les coups de feu. 2 balles de calibre 38 ont été retrouvées sur le corps de Sherry. Chacun de ces tirs aurait été mortel en très peu de temps. Il est clair que quelqu'un avait l'intention d'assurer sa mort. Outre les blessures au visage, probablement causées par un coup de vase, une morsure inquiétante a été relevée à l'intérieur de l'avant-bras gauche. La police a effectué un prélèvement pour recueillir des preuves. La police a d'abord soupçonné John Ruetten, mais celui-ci disposait d'un alibi solide. Il était au travail au moment du meurtre, ce qui a été corroboré par ses collègues. Malgré cela, les enquêteurs ont approfondi l'histoire personnelle de John et de Sherry à la recherche d'indices. Ils ont découvert que lorsque John a rencontré Sherry pour la première fois, il avait une relation avec une autre femme. Cependant, dès qu'il a rencontré Sherry, il a déclaré « C'est celle qu'il me faut » et a prétendument mis fin à la relation précédente.
Ils se sont fiancés l'année suivante et se sont mariés. L'enquête a révélé qu'avant de rencontrer Sherry en 1978, John avait étudié l'ingénierie à l'UCLA, où il avait une camarade de classe nommée Stephanie Lazarus. Elle vivait juste au bout du couloir, dans le même dortoir, et John et Stephanie ont entamé une relation amoureuse intermittente. Pour John, cette relation était occasionnelle, mais pour Stephanie, elle signifiait beaucoup plus. Elle était profondément amoureuse de John et considérait leur relation comme sérieuse. Ils ont poursuivi leur relation occasionnelle tout au long de l'université jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme. Par la suite, John a entamé un nouveau chapitre en travaillant pour un fabricant de disques durs, tandis que Stephanie s'est lancée dans une carrière d'officier de patrouille au sein de la police de Los Angeles. Pendant cette période, John a fréquenté d'autres femmes, ce qui a beaucoup dérangé Stephanie. Elle se sentait jalouse et surveillait ses activités de près, incapable de comprendre pourquoi John ne lui rendait pas l'appareil. Lorsque John a commencé à fréquenter une belle blonde nommée Sherry Rasmussen, cela a créé un problème important pour Stephanie. Stephanie n'était pas consciente de la gravité de la relation entre John et Sherry jusqu'à ce qu'elle organise une fête surprise pour le 25 anniversaire de John. C'est alors que John a révélé à Stephanie qu'il était profondément épris de Sherry et qu'il pensait qu'elle pourrait être l'élue. Cette nouvelle a dévasté Stephanie, qui avait espéré une issue différente. Au fil du temps, malgré ses souhaits, la relation entre John et Sherry n'a fait que se renforcer, passant du stade de la rencontre à celui de l'emménagement ensemble. Leur amour est indéniable. Stephanie a cependant commencé à s'immiscer davantage dans la vie de John et Sherry, se présentant souvent à l'improviste à leur domicile et demandant l'aide de John pour diverses questions. À une occasion, elle est arrivée chez eux habillée pour impressionner dans une tenue de sport moulante, apportant même ses skis et demandant à John de les farter. Bien que Sherry ait raisonnablement demandé à John de refuser les demandes de Stephanie, ce dernier a accepté de l'aider. Cette situation a amené Sherry à se demander s'il existait une relation entre John et Stephanie. Elle a interrogé John à ce sujet et il lui a répondu que tout était fini entre eux et qu'ils n'étaient que des amis. Sherry a cru aux paroles de John. Le temps passe et John finit par demander Sherry en mariage. Lorsque Stephanie apprend leur fiançailles, les choses prennent une tournure dramatique. Stephanie a appelé John de toute urgence et a insisté pour qu'ils se rencontrent dans son appartement afin de discuter de la situation. John a accepté et s'est rendu sur place. Au cours de leur conversation, Stephanie s'est épanchée sur ses sentiments, disant à John qu'elle avait besoin de lui, qu'il était celui avec qui elle voulait être. Elle lui a demandé de mettre fin à sa relation avec Sherry parce qu'elle l'aimait et qu'elle voulait un avenir ensemble. En réponse, John a couché avec elle, affirmant que c'était pour tourner la page et l'aider à aller de l'avant. Après avoir avoué à Sherry qu'il avait couché avec Stephanie, John l'a supplié de le pardonner et l'a assuré de son amour et de son engagement à l'épouser. Malgré la trahison, Sherry a choisi de pardonner à John et ils ont décidé d'aller de l'avant avec leur relation et leur projet de mariage. Ils se sont mis d'accord sur le fait que John devait rompre définitivement tout lien avec Stephanie. Cependant, après le mariage de John et Sherry, Stephanie a commencé à harceler Sherry. Elle s'est présentée à l'improviste à l'hôpital où Sherry travaillait, insistant sur le fait que sa relation avec John n'était pas terminée et proférant des menaces inquiétantes telles que « Si je ne peux pas avoir John, personne ne pourra l'avoir ». Stephanie a intensifié son comportement en appelant Sherry jour et nuit pour raccrocher lorsque Sherry répondait. Une fois, Sherry est rentrée chez elle et a trouvé Stephanie qui attendait devant sa porte, vêtue de son uniforme de police, tentant manifestement de l'intimider. Sherry a fait part à John, à ses amis et à sa famille de sa profonde inquiétude face à l'intimidation de Stephanie Lazarus. Elle a supplié John de confronter Stephanie et d'insister pour qu'elle cesse tout contact, espérant qu'il la protégerait des menaces de Stephanie. Malgré les appels pressants de Sherry, John n'a pas tenu compte de ses préoccupations, lui conseillant d'ignorer Stephanie et de rester calme. Dans les jours qui ont précédé sa mort tragique, Sherry a confié à son père qu'elle était suivie et traquée.
Elle a remarqué que quelqu'un la suivait pendant ses trajets domicile-travail, décrivant l'individu comme étant probablement une femme, mais déguisée en homme. Bien que le père de Sherry ait fait part de ses inquiétudes à la police, ses efforts pour obtenir de l'aide sont restés vains car le rapport n'a pas été pris en compte. Quelques jours après le meurtre tragique de Sherry, une autre femme a signalé un cambriolage dans son appartement situé à quelques rues de là. Elle raconte que 2 hommes sont entrés par effraction et ont volé sa chaîne stéréo. Lorsqu'elle les a affrontés, l'un des hommes a brandi une arme, ce qui l'a poussé à s'enfuir. En entendant cela, la police a commencé à envisager un lien avec l'affaire de Sherry en raison de la similitude des circonstances. Les suspects du cambriolage commis à proximité ont été décrits comme étant 2 hommes latinos et la police a rendu public des portraits robots en rapport avec le meurtre de Sherry. Malgré les efforts déployés, les suspects n'ont jamais été retrouvés. 10 jours plus tard, la voiture de Sherry a été découverte à plusieurs kilomètres de son appartement avec les clés à l'intérieur. Cependant, aucune preuve concluante n'a été trouvée à l'intérieur du véhicule et rien ne semble avoir été emporté, ce qui a conduit les enquêteurs dans une autre impasse. Bien que la police ait privilégié la thèse d'un volume qui aurait mal tourné, la famille de Sherry Rasmussen est restée fermement convaincue que son assassinat n'était pas un cambriolage commis au hasard. La famille Rasmussen a insisté à plusieurs reprises auprès de la police pour qu'elle enquête sur Stéphanie Lazarus en tant que suspecte du meurtre de Sherry. Ils ont insisté sur le fait que Stéphanie avait harcelé Sherry, nourri de la jalousie à son égard et proféré des menaces. Le comportement de Stéphanie, qui se présentait notamment sur le lieu de travail et au domicile de Sherry, était considéré comme dangereux. Elle aurait même dit à Sherry que si elle ne pouvait pas avoir John, personne d'autre ne le pourrait. Malgré ces avertissements clairs, la police ne l'a pas considérée comme une suspecte dans le meurtre de Sherry. Le 9 mars 1986, Stéphanie Lazarus a signalé à la police de Santa Monica que son revolver de calibre 38 de la police de Los Angeles avait été volé peu après le meurtre de Sherry, mais les enquêteurs n'ont pas établi de lien avec l'affaire dans un premier temps. Des mois se sont écoulés sans qu'aucune arrestation n'ait eu lieu, laissant les parents de Sherry frustrés et désespérés d'obtenir justice. Ils ont offert des récompenses en échange d'informations et se sont exprimés lors d'interviews, se déclarant déçus de la manière dont la police de Los Angeles avait mené l'enquête. La famille de Sherry espérait que John l'aiderait dans sa quête de justice, mais il a déménagé de l'appartement et a fini par quitter Los Angeles, invoquant son désarroi face au meurtre de Sherry. Les années ont passé et l'affaire s'est progressivement refroidie, le service de police se concentrant sur de nouvelles enquêtes pour meurtre. Au fil des ans, Stéphanie Lazarus a régulièrement gravi les échelons au sein de la police de Los Angeles, atteignant finalement le grade d'inspecteur et créant même sa propre société d'enquête privée, Unique Investigation. Parallèlement à ses fonctions de policière, elle a servi d'agent de formation, retournant dans son ancien collège pour éduquer les jeunes à faire des choix de vie positifs. Stéphanie a également soutenu activement des initiatives telles que la collecte de fonds pour la mise en place de services de garde d'enfants fiables pour ses collègues policiers qui travaillent 24 heures sur 24. Après plus de 20 ans au sein de la police de Los Angeles, Stéphanie a été promue au prestigieux service des vols d'œuvres d'art, où elle s'est spécialisée dans la traque des œuvres d'art volées et des contrefaçons d'œuvres d'art, démontrant ainsi son expertise dans des affaires très médiatisées. Elle a épousé un autre inspecteur de la police de Los Angeles et le couple a adopté une fille, consolidant ainsi son bonheur personnel parallèlement à sa réussite professionnelle. En 2004, Stéphanie a acquis une réputation d'officier très respecté à Los Angeles. Assise Colleagues la félicite pour son professionnalisme et souligne son dossier disciplinaire impeccable tout au long de sa carrière. La percée dans l'affaire non résolue de Sherry Rasmussen s'est produite lorsque la criminaliste du LAPD Jennifer Butterworth a examiné les preuves médico-légales et a fait une découverte importante. La salive trouvée sur la scène de crime correspondait à celle d'une femme inconnue. Cette découverte concorde avec les rapports antérieurs de la famille de Sherry, selon lesquels elle avait été harcelée par une femme avant sa mort. Cependant, malgré ces épreuves cruciales,
la police de Los Angeles a persisté à maintenir sa théorie initiale selon laquelle il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné et s'est montrée réticente à envisager d'autres explications. Ce n'est qu'en 2009, lorsque les inspecteurs Jim Nuttall et Pete Barba ont commencé à réexaminer les affaires non résolues, qu'un nouvel élan a été donné à l'enquête sur le meurtre de Sherry. Après un examen approfondi des dossiers, ils ont été frappés par les preuves ADN qui désignaient une femme comme suspecte. En outre, ils ont constaté que la théorie du cambriolage manquait de crédibilité pour plusieurs raisons, ce qui les a incités à réévaluer l'ensemble de l'affaire avec un regard neuf. Tout d'abord, seule la voiture de Sherry et son certificat de mariage ont été dérobés, alors que des objets de valeur tels que ses bijoux ont été laissés intacts et à la vue de tous. Cela suggère que le motif n'était pas le volume, car un cambrioleur ordinaire aurait pris plus d'objets. Deuxièmement, le crime a eu lieu pendant la journée dans une communauté fermée avec des voisins proches, ce qui en fait un endroit risqué pour un cambriolage. Dans cet environnement, il aurait été facile pour tout intrus d'être vu ou identifié, ce qui aurait encore affaibli la théorie du volume. Sur la base de CS observations et des preuves ADN désignant une femme suspecte, Nuttall et Barba ont conclu que la scène de crime avait probablement été mise en scène pour ressembler à un cambriolage. Ils ont émis l'hypothèse que l'auteur du crime avait accès à une clé ou avait crocheté la serrure, pénétrant dans l'appartement avec l'intention spécifique de blesser et de tuer Sherry, plutôt que de voler des objets de valeur. Les inspecteurs Jim Nuttall et Pete Barba se sont penchés sur l'affaire Sherry Rasmussen de façon méthodique, en commençant par le début et en examinant méticuleusement tous les rapports et toutes les preuves. Tout au long de leur examen, un nom ne cesse de refaire surface. Stephanie Lazarus, l'ex-petite amie de John, le mari de Sherry. Conscients de l'importance de ce lien, Nuttall et Barba savaient qu'ils devaient parler à John pour recueillir davantage d'informations. En contactant John Ruetten, la brigade des affaires non résolues lui a demandé s'il connaissait des femmes qui auraient pu avoir un motif pour faire du mal à Sherry. John a immédiatement mentionné Stephanie Lazarus, révélant qu'elle était officier de police. Cette révélation a incité la police de Los Angeles à lancer une enquête discrète sur Stephanie qui a duré plusieurs mois. L'enquête a été tenue secrète afin d'éviter de mettre la puce à l'oreille de Stephanie et de s'assurer qu'elle ne se doutait de rien et n'était pas prise au dépourvu. Le maintien du secret était crucial car il cherchait à rassembler des preuves sans alerter Stephanie de leur examen minutieux de l'affaire Sherry. Pour ajouter à l'intrigue, le bureau de Stephanie Lazarus se trouve directement de l'autre côté du couloir de la brigade des affaires non résolues, un détail qui souligne la nature de leur opération secrète au sein du quartier général de la police de Los Angeles. Il la rencontrait régulièrement dans les couloirs et partageait des pauses café avec elle, tout en construisant leur dossier contre elle pour le meurtre de Sherry Rasmussen. Malgré cette proximité, les détectives ont opéré dans la plus grande discrétion. Leur principal objectif était d'obtenir l'ADN de Stephanie pour le comparer à l'échantillon de la morsure trouvée sur la scène de crime. Cela a nécessité une planification minutieuse et de la patience. L'occasion s'est présentée lorsque Stephanie a jeté une tasse qu'elle avait utilisée. Saisissant l'occasion, ils ont récupéré le gobelet, testé l'ADN et confirmé qu'il correspondait à la salive de la scène de crime. Avec cette preuve cruciale en main, Stephanie Lazarus est rapidement devenue l'unique cible de l'enquête sur le meurtre de Sherry. Le 5 juin 2009, 23 ans après le crime, Stephanie est conviée à une réunion sous prétexte de la conseiller sur une affaire. Mais ce n'était qu'un prétexte pour commencer son interrogatoire. Étant donné que Stephanie Lazarus était une collègue, les inspecteurs se sont méticuleusement préparés à ce moment crucial, sachant qu'ils devaient mener l'interrogatoire avec le plus grand soin et la plus grande minutie. Les inspecteurs qui s'occupaient de Stephanie Lazarus savaient qu'ils avaient affaire à une enquêtrice chevronnée qui avait elle-même l'habitude de mener des interrogatoires. Leur stratégie consistait à entamer la conversation de manière décontractée et amicale afin d'abaisser les défenses de Stephanie et de la mettre à l'aise dans un premier temps. Stephanie a été conduite dans une salle d'interrogatoire, ce qui lui a immédiatement fait comprendre que quelque chose de sérieux se préparait. D'abord sur la défensive,
Elle se demande pourquoi on l'a amenée dans une salle d'interrogatoire sous prétexte d'une consultation. Cependant, les détectives avaient stratégiquement choisi ce cadre pour s'assurer que Stéphanie n'était pas armée. Dans une salle d'interrogatoire, elle aurait dû rendre son arme dès son entrée. En outre, ils voulaient éviter de mener la conversation dans un lieu public où leur interaction aurait pu attirer l'attention et les spéculations d'autres personnes. Les détectives ont commencé à poser à Stéphanie des questions sur le meurtre de Sherry. Au début, ils lui ont simplement dit qu'ils avaient besoin de lui poser des questions sur une ancienne affaire impliquant son ex-petite amie. Au cours d'une heure, ils ont progressivement amené le dialogue à discuter du meurtre lui-même, mais Stéphanie a déclaré qu'elle se souvenait à peine de Sherry parce que tout cela remontait à si longtemps. Les détectives ont ensuite déclaré qu'ils avaient obtenu l'ADN du tueur et ont demandé à Stéphanie de préparer un échantillon d'ADN pour comparaison. À ce moment-là, elle a immédiatement déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de donner son ADN, a refusé de poursuivre les négociations sans l'aide d'un avocat et a refusé l'accord. Les inspecteurs la laissent partir, mais plusieurs policiers menottés attendent déjà Stéphanie au bout du couloir. La police de Los Angeles a finalement appréhendé l'assassin de Sherry Rasmussen et, chose choquante, il s'agit de l'un de ses propres agents. Cette révélation confirme les convictions de longue date de la famille Rasmussen, qui n'a cessé d'affirmer que Stéphanie était responsable du meurtre de Sherry. Bien que la technologie de l'ADN n'ait pas été disponible en 1986, des indices cruciaux tels que la marque de morsure et les rapports sur la traque et les menaces de Stéphanie à l'encontre de Sherry étaient présents. Si les autorités avaient pris ces avertissements au sérieux et enquêté avec plus de diligence, elles auraient pu découvrir la culpabilité de Stéphanie bien plus tôt. Au cours de l'enquête menée au domicile de Stéphanie, les inspecteurs ont examiné son journal intime. Dans l'un d'eux, elle se lamente « J'ai appris que John allait se marier. Je me suis sentie profondément déprimée. » Le journal contenait également de nombreuses photos de John. Les enquêteurs ont déterminé que Stéphanie avait été absente du travail du 21 au 24 février et qu'elle avait repris le travail le 25. Personne n'a déclaré avoir observé de blessures sur elle pendant cette période. Le procès de Stéphanie Lazarus a débuté le 6 février 2012 et a duré 3 semaines. Les procureurs ont soutenu que Stéphanie nourrissait une intense jalousie à l'égard de Sherry en raison de sa relation et de son mariage avec John, ce qui l'a conduite à pénétrer dans l'appartement de Sherry ce jour-là avec l'intention de la tuer. Les enquêteurs pensent que Stéphanie s'est débarrassée de l'arme du crime et a mis en scène une effraction de voiture pour tromper les autorités. Ils ont dépeint Stéphanie comme une tueuse narcissique et obsédée qui a utilisé sa formation de policière pour orchestrer un scénario ressemblant à un cambriolage raté. Le témoignage émouvant de John Ruetten, qui a raconté sa relation avec Sherry, a constitué un moment clé du procès. Il a exprimé de profonds remords quant à son implication avec Stéphanie alors qu'il était fiancé à Sherry, qualifiant cette relation d'erreur. Finalement, Stéphanie Lazarus, alors âgée de 52 ans, a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à une peine de 27 ans d'emprisonnement à perpétuité. Elle est actuellement incarcérée à l'institution californienne pour femmes de Corona, avec une possibilité de libération conditionnelle en 2034. L'affaire a tourné de manière décisive grâce à la preuve ADN d'une morsure que Stéphanie a laissée sur Sherry Rasmussen, qui l'a liée de manière concluante à la scène du crime. Cette preuve ADN a été cruciale pour prouver la culpabilité de Stéphanie sans aucun doute. Enfin, après des décennies d'attente, la famille Rasmussen a obtenu la justice qu'elle recherchait depuis longtemps. Le 29 septembre 2015, un mardi, Kelly Clayton, âgée de 35 ans, résidait à son domicile d'Elmira, dans l'État de New York, aux États-Unis, accompagnée de ses 2 enfants, sa fille de 7 ans, Charlie, et son fils de 3 ans, Cullen. Leur maison était située sur Geenan Road, dans la ville de Canton, dans le comté de Steuben. Kelly, originaire d'Elmira, avait quitté la ville à l'âge de 20 ans pour poursuivre ses aspirations à devenir mannequin. Abandonnant son métier d'enseignante, elle a trouvé un emploi de serveuse de cocktail à Las Vegas, où elle a vécu une expérience exaltante. Cependant,
Après avoir rencontré Thomas Clayton, un joueur de hockey de l'équipe semi-professionnelle des Elmira Jackals, elle est retournée à Elmira pour s'embarquer avec lui dans la vie. Ils se sont mariés et ont ensuite eu 2 enfants. Thomas Clayton a joué pendant 4 saisons pour l'équipe de hockey des Jackals d'Elmira, en commençant comme attaquant dès sa sortie de l'université de Niagara. Parallèlement à sa carrière de hockeyeur, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en créant une franchise de restauration de dégâts des eaux et d'incendies appelée Paul Davis Emergency Services of the Southern Tier. Plus tard, il est devenu chef de projet chez ServPro, une franchise similaire détenue par son ami Brian Lang. Pendant ce temps, Kelly travaillait au Woodhouse Stadium Grill à Corning. Malgré leur emploi du temps chargé, ils semblaient être une famille heureuse de 4 personnes. Dans la nuit du 28 septembre, Thomas a participé à sa partie de poker habituelle du lundi soir avec des amis, une routine qu'il suivait fidèlement. Quittant leur résidence de Geenan Road, il a roulé environ 10 minutes jusqu'à la maison de son ami où se déroulait la partie. Thomas a participé à la partie de poker jusqu'à 12h20, puis est rentré chez lui vers 12h30. En entrant dans la maison, il a fait la découverte déchirante du corps sans vie de Kelly sur le sol de la cuisine après avoir été sauvagement assassiné. Thomas a immédiatement composé le 911 vers 12h34. Kim Bourgeois, la sœur de Kelly, et leur mère sont arrivées à la maison moins d'1 heure après l'incident. Elles ont été confrontées à une scène de crime horrible, marquée par de nombreuses éclaboussures de sang. Les éléments de preuve suggèrent que Kelly a d'abord été agressée dans sa chambre, puis que les violences se sont poursuivies dans le couloir, les escaliers et la cuisine, où son corps sans vie a été découvert. Kelly a connu une fin tragique, ayant été mortellement battue avec un manche de maillet en fibre de verre, succombant au traumatisme contondant qui lui a été infligé. Il est choquant de constater que les enfants de Kelly étaient présents lors de l'horrible agression. Sa fille de 7 ans a raconté les événements à la police, décrivant un voleur dans la maison cette nuit-là. Elle s'est souvenue avec effroi avoir été témoin de l'agression sauvage de sa mère et avoir entendu ses appels désespérés pour s'échapper. La fille de Kelly a raconté à la police qu'elle avait vu un homme faire du mal à sa mère. Selon son témoignage, pendant la nuit, un intrus est entré dans leur maison et a commencé à agresser sa mère avec un objet ressemblant à un tuyau. Elle a décrit la scène comme chaotique, avec du sang même sur la porte et le sol. L'agresseur a poursuivi sa mère au rez-de-chaussée alors qu'elle lui criait de fuir. L'attaque s'est poursuivie au rez-de-chaussée et l'enfant a vu l'agresseur frapper sa mère jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Dans un moment déchirant, elle a serré la jambe de sa mère qui souffrait sur le sol. La fille de Kelly a serré sa mère dans ses bras alors qu'elle gisait sur le sol de la cuisine dans ses derniers instants. Elle s'est ensuite précipitée à l'étage pour s'occuper de son jeune frère. Interrogée par la police, la fille de Kelly a décrit l'agresseur comme portant un jean foncé, une chemise à manches longues et un masque. Interrogée sur sa corpulence, elle l'a comparé à son père en termes de taille et a noté que ses yeux semblaient similaires. Malgré l'absence de signes visibles d'effraction ou d'indication de volume, un membre de la famille présent sur les lieux a suggéré à la police d'enquêter sur un homme du nom de Michael Baird. Baird, un ancien employé de l'une des entreprises de Thomas qui avait été licencié et risquait d'être expulsé de l'appartement qu'il louait et qui appartenait à Thomas, a fait l'objet d'un examen minutieux. À l'intérieur de la maison, les forces de l'ordre ont interprété la scène comme pouvant provenir d'un incident de violence domestique, ce qui les a amenés à demander la présence de Thomas au poste de police pour l'interroger. La police a vérifié l'alibi de Thomas et a trouvé des preuves de sa présence à une partie de poker le soir de l'incident, confirmée par des témoins de la partie et par et données GPS. Cependant, après une enquête plus approfondie sur l'alibi de Thomas, Linda Miller, une femme qui assistait à la partie de poker avec lui, a informé la police que Thomas avait utilisé son téléphone environ 90 minutes avant que le corps de Kelly ne soit découvert. Bien que Thomas ait effacé cet appel, les relevés téléphoniques ont révélé qu'il avait contacté Michael Baird. Grâce à ces nouveaux éléments de preuve, Thomas a été inculpé de meurtre au second degré. Les relevés téléphoniques ont révélé que Thomas et Michael s'appelaient et s'envoyaient des SMS fréquemment. L'analyse ultérieure des relevés de téléphone portable
a montré que peu après que Thomas a contacté Michael, la nuit du meurtre, ce dernier est devenu mobile. La police a commencé à soupçonner que la mort de Kelly pourrait avoir été orchestrée dans le cadre d'un programme de meurtre pour le compte d'autrui. Pour étayer leurs soupçons, les enquêteurs ont découvert que, juste un an avant le meurtre de Kelly, Thomas avait doublé sa police d'assurance vie, évaluée aujourd'hui à 1 million de dollars. En outre, il est apparu que Thomas avait de multiples liaisons extraconjugales, certaines femmes affirmant qu'il avait exprimé la crainte de perdre ses biens en cas de divorce. Au cours de l'interrogatoire, Michael avoue à la police que Thomas l'a engagé pour commettre le meurtre en échange de 10 000 dollars en espèces. Il a révélé où se trouvait l'arme du crime, un manche de maillet sur la route nationale 225 à Southport. En outre, Michael a révélé que les clés de la maison de Thomas étaient immergées dans un ruisseau peu profond à Elmira Heights et qu'un sac contenant les vêtements qu'il portait la nuit du meurtre pouvait être trouvé à Elmira. Michael a réitéré son aveu de culpabilité devant un grand jury. Thomas et Michael ont tous deux été inculpés de meurtre au premier degré et ont fait l'objet de procès distincts, celui de Michael ayant lieu en premier. Malgré ses aveux initiaux, Michael a plaidé non coupable lors de son procès et est revenu sur ses déclarations à la police. Il a affirmé que Thomas l'avait chargé de mettre le feu à la maison pour réclamer l'argent de l'assurance, mais qu'en arrivant sur les lieux, il avait découvert le corps sans vie de Kelly et s'était enfui, paniqué. Cependant, outre ces aveux, des preuves irréfutables lient Michael au meurtre. Des preuves matérielles le relient directement à la scène du crime, notamment l'arme du crime, les clés de la maison et les vêtements qu'il portait ce soir-là, sur lesquels on a retrouvé un ADN correspondant à la description de la fille de Kelly. Selon les témoignages présentés au tribunal, Michael est entré dans la résidence des Clayton cette nuit fatidique à l'aide d'une clé, en passant par la porte du garage avant de se rendre à l'étage. Kelly dormait dans sa chambre lorsque Michael a lancé son attaque, la frappant à 2 reprises avec le manche du maillet. Bien que Kelly ait tenté de se défendre, elle s'est enfuie vers la chambre de sa fille au bout du couloir avant de tomber dans l'escalier et de heurter le mur du palier dans sa tentative désespérée de s'enfuir. Malgré ses efforts pour lui échapper, Kelly a été poursuivi par Michael dans la salle à manger et finalement dans la cuisine, où il a poursuivi impitoyablement son agression, lui infligeant des coups vicieux et brutaux à la tête et au visage. Michael a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En revanche, le procès de Thomas Clayton a été plus complexe que celui de Michael. Alors que des preuves directes établissaient un lien direct entre Michael et le crime, l'affaire de Thomas reposait uniquement sur des preuves indirectes. Thomas a maintenu son innocence et a plaidé non coupable. L'accusation a soutenu que Thomas souhaitait mettre fin à son mariage avec Kelly, se sentant contraint par leur relation en raison de ses nombreuses liaisons et de ses habitudes de jeu. Ils ont affirmé que Thomas recherchait la liberté de vivre comme il l'entendait et qu'il considérait Kelly comme un obstacle. Ils affirment qu'il a demandé à Michael d'assassiner Kelly, non seulement pour obtenir cette liberté, mais aussi pour bénéficier financièrement de la police d'assurance. Thomas se serait confié à certaines des femmes avec lesquelles il avait des liaisons, exprimant ses craintes de divorcer de Kelly par peur de perdre ses biens. Au cours du procès, plusieurs femmes avec lesquelles, selon l'accusation, Thomas avait des relations, ont témoigné et raconté les remarques désobligeantes qu'il leur avait faites au sujet de Kelly. La cour a également été informée que Thomas avait fait une déclaration troublante à la nièce de Kelly, laissant présager un avenir inquiétant. « Ce sera le dernier Noël où je serai là et où nous serons ensemble en tant que famille. » L'accusation a dû relever le défi de démontrer au jury le lien entre Michael et Thomas, et en particulier d'établir comment ils se connaissaient. S'il était incontestable que Michael travaillait pour Thomas, l'essentiel était de présenter des preuves suffisantes indiquant que Thomas avait engagé Michael pour commettre le meurtre de Kelly. Les preuves présentées au tribunal ont révélé que 12 jours seulement avant le meurtre de Kelly, Michael avait été licencié par Thomas, ce qui lui avait causé des difficultés financières et l'avait empêché de payer le loyer de l'appartement qu'il louait à Thomas. En outre, Michael n'avait pas de moyens de transport personnel ni de permis de conduire. En outre, quelques jours avant le meurtre de Kelly,
Thomas a acheté une bicyclette pour Michael, qui est devenue son moyen de transport. Pendant cette période cruciale de 12 jours, Thomas et Michael ont maintenu des contacts téléphoniques fréquents, ce qui a suscité des soupçons quant à la nature de leur relation et aux circonstances entourant le meurtre de Kelly. 6 jours avant le meurtre de Kelly, une personne de l'entreprise de Thomas a contacté un entrepôt voisin pour s'enquérir de la couverture des caméras de surveillance situées à l'extérieur des locaux et plus particulièrement pour savoir si les biens de l'entreprise se trouvaient dans leur champ de surveillance. 3 jours plus tard, Thomas a lui-même contacté une connaissance pour lui demander si des caméras de surveillance étaient présentes à l'extérieur d'une auberge située à Elmira. Bien que la connaissance soit incertaine et propose d'enquêter plus avant, Thomas rejette l'affaire, indiquant qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête. Il est intéressant de noter que cette auberge est devenue plus tard l'endroit où Michael s'est débarrassé de certains objets datant de la nuit du meurtre. Le soir du meurtre, Thomas a participé à une partie de poker, mais il n'a pas utilisé son propre véhicule pour se déplacer. Il a plutôt utilisé l'un des camions de l'entreprise. Plus tôt dans la journée, Thomas et l'un de ses employés avaient échangé leur camion pour faciliter le déchargement d'un VTT, s'écartant ainsi de la routine habituelle de Thomas en matière de transport. Le jury a pris connaissance des images des caméras de surveillance de l'unité de stockage adjacente à l'entreprise de M. Thomas, qui ont filmé des mouvements cruciaux de véhicules. En particulier, le camion personnel de Thomas, un véhicule marron, a été vu quittant le parking vers midi. Par la suite, le camion marron, identifié comme étant celui que Thomas conduisait, est parti à 1h09 et est revenu à 6h04. Quelques minutes plus tard, il est reparti, accompagné d'un autre camion de la société. Notamment, Thomas est arrivé à la partie de poker plus tard dans la soirée, à 8h, au volant du même camion de société qui était parti en même temps que le camion marron. L'accusation a soutenu que le camion marron avait été utilisé par Michael pour se rendre au domicile des Clayton. Après l'appel de Thomas à Michael, ce dernier se serait rendu au domicile des Clayton, accompagné de Mark Blandford, qu'il avait pris en charge en cours de route. Arrivé à la résidence des Clayton, Michael est sorti du camion et est entré dans les locaux, tandis que Mark est resté dans le véhicule. Après environ 15 minutes, Michael est sorti de la maison, visiblement agité, transpirant et portant un manche de môle. Après avoir quitté la résidence des Clayton, Michael et Mark sont retournés à Elmira, où ils se sont débarrassés du manche en cours de route et ont jeté un sac de vêtements dans l'eau à un autre endroit. La camionnette marron, associée à Thomas, est rentrée dans le parking de l'entreprise à 12h55. Les images de surveillance ont filmé un individu quittant le parking peu de temps après, à bicyclette. À son retour de la partie de poker et après avoir découvert le corps de Kelly, Thomas a contacté les services d'urgence. Cependant, les soupçons qui pèsent sur son implication amènent la police à demander sa présence au poste pour l'interroger. Thomas, apparemment confiant dans son alibi, a répondu à la police en déclarant « Vous saurez où je suis parce que mon véhicule est équipé d'un GPS ». L'appel de Thomas n'a pas abouti et sa condamnation pour meurtre au premier degré a été confirmée par la cour d'appel. Mark Blandford a reconnu sa culpabilité pour homicide involontaire au second degré pour sa participation au crime, affirmant qu'il n'était pas au courant des événements qui allaient se dérouler cette nuit-là. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, il a été condamné à une peine de 3 à 6 ans de prison et a témoigné contre Thomas. L'enquête de la police a suggéré que la nuit du meurtre de Kelly n'était peut-être pas la date initialement prévue. On pense que Thomas avait l'intention d'être en déplacement dans l'Ohio pendant la semaine du 21 septembre 2015 et que Michael était censé commettre le meurtre à ce moment-là. Thomas a conduit un véhicule de l'entreprise dans l'Ohio, laissant son camion personnel près de la résidence de Michael. Cependant, rien ne s'est produit cette semaine-là, ce qui a incité à reprogrammer le plan pour la semaine suivante, entraînant le meurtre brutal de Kelly dans sa propre maison. Non seulement ses enfants étaient à présent, mais sa fille a été témoin du meurtre violent et vicieux. Gail Katz, née le 8 mars 1956 à Brooklyn, New York, a grandi dans une famille comptant 2 autres frères et sœurs, une sœur et un frère. Bien qu'elle ait excellé dans ses études à l'adolescence
et qu'elle ait obtenu son diplôme avec une année d'avance sur ses camarades, la trajectoire de Gail a pris un tournant différent lorsqu'elle est entrée à l'université. Au lieu de poursuivre sur la voie de la réussite scolaire, elle s'est engagée dans un style de vie axé sur la fête, ce qui l'a amenée à abandonner ses études. Ce choix a profondément déçu ses parents conservateurs qui avaient une vision traditionnelle de la vie. Ils pensaient que la seule perspective d'avenir de Gail était d'épouser un homme riche. La mère de Gail, employée au service des urgences de l'hôpital, l'a fortement encouragée à rechercher un médecin comme partenaire de vie. Mais Gail a résisté, choisissant de privilégier les relations sociales et les rendez-vous galants plutôt qu'une relation sérieuse. Finalement, Gail a perdu le contrôle de sa vie, s'est retrouvée aux prises avec la dépression et a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Malgré la surprise initiale de sa famille, Gail leur a présenté un homme nommé Robert Birnbaum, avec lequel des amis communs les avaient mis en contact. Le docteur Robert Birnbaum, jeune et prometteur, semblait être le candidat idéal pour Gail et sa famille. Issu d'un père cardiologue prospère, il a poursuivi une carrière en médecine, terminant son internat en tant que chirurgien plasticien au centre médical Maimonides de Brooklyn. Au-delà de son impressionnant bagage éducatif, Robert possède du charme, des compétences linguistiques et un amour pour le ski, mais sa plus grande passion est l'aviation. Elle se réjouit de ses aventures et il apprécie l'intérêt sincère qu'elle porte à ses passions. En conséquence, leur lien s'est rapidement approfondi et ils ont fini par se marier. Cependant, comme beaucoup d'histoires d'amour, la leur n'a pas abouti à un bonheur éternel. Le 7 juillet 1985, un dimanche, Robert Birnbaum arrive seul à la résidence de sa sœur à Montclair, dans le New Jersey, aux États-Unis, vers 7h30. C'était l'anniversaire de son neveu et sa sœur avait organisé une fête pour lui. Robert et son épouse, Gail Katz, étaient tous deux invités à la réunion. Cependant, Robert a informé sa sœur et son père que Gail ne l'accompagnerait pas en raison d'un désaccord qu'ils avaient eu ce jour-là. Selon Robert, Gail avait quitté leur appartement de Manhattan vers 11h pour se rendre à Central Park et elle n'était pas rentrée à l'heure où il s'est rendu à la fête, ce qui l'a incité à s'y rendre seul. En revenant de la fête, Robert s'est arrêté à la résidence de son ami, le docteur Scott Baranoff. À ce moment-là, Robert a semblé angoissé et a tenté de joindre la ligne fixe de son appartement à plusieurs reprises, sans succès. Il a confié à Scott la dispute de la matinée avec Gail, précisant qu'elle était partie en tenue décontractée et qu'elle ne l'avait pas contacté depuis. De retour à son appartement de Manhattan, Robert constate l'absence de Gail. Il a contacté son ancien professeur de psychologie, le docteur Yvette Face, pour discuter de la dispute. Robert informe Yvette que Gail est partie plus tôt dans la journée pour prendre un bain de soleil à Central Park. Yvette lui conseille d'informer la police et de se renseigner auprès du portier de l'immeuble sur les allées et venues de Gail, ce que Robert accepte de faire. Le soir suivant, le 8 juillet à 9h, Robert a contacté l'inspecteur Virgilio d'Alsace pour la première fois. Il l'informe que Gail a quitté leur appartement à 11h la veille et qu'il n'a pas eu de contact avec elle depuis. Robert explique qu'il a attendu Gail à leur appartement jusqu'à 5h30, mais qu'elle n'est pas revenue, ce qui l'a incité à partir pour la fête de son neveu chez sa sœur. Robert étant la dernière personne à avoir vu Gail, l'inspecteur lui a demandé de fournir tous les détails possibles pour aider à la retrouver. Robert a indiqué à l'inspecteur que Gail avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Il a également fait part à ses amis de son inquiétude quant à la possibilité que Gail se soit fait du mal, citant les informations de sa thérapeute, le docteur Sybil Baran, qui l'aurait informé des tendances suicidaires de Gail. Les recherches pour retrouver Gail ont commencé, mais la police a dû faire face à des difficultés importantes en raison de l'absence de pistes substantielles. Malgré leurs efforts pour obtenir davantage d'informations de la part de Robert, celui-ci n'a répondu à leurs messages répétés que le 10 juillet, quelques jours après avoir signalé sa disparition. Au cours de cette conversation avec l'inspecteur O'Malley, Robert s'est enquis des progrès de l'enquête et a accepté de se rencontrer 3 jours plus tard pour revenir sur les détails du dernier jour où il a vu Gail.
Au fil du temps, la police soupçonne de plus en plus Robert de dissimuler des informations cruciales. Plusieurs incidents les ont troublés, notamment une rencontre le 14 juillet, alors que certains amis de Gail, dont Marianne de César, la recherchaient activement et distribuaient des affiches de personnes disparues. Au cours de cette rencontre, Robert a laissé entendre à Marianne qu'il pensait que Gail était en train de faire du shopping pendant une semaine à Bloomingdale's, ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. En outre, à une autre occasion, il a fait part à la mère de Gail d'un commentaire étrange concernant le chat qui tombait malade et qui devait être nettoyé. Les enquêteurs ont trouvé cela étrange. Les détails qu'il a racontés concernant les événements du 7 juillet varient selon les personnes à qui il s'adresse. Il est intéressant de noter qu'il n'a pas informé la police de la dispute qu'il avait eue avec Gail le dimanche matin avant son départ à 11 h, bien qu'il en ait parlé à sa famille et à quelques amis. Au lieu de cela, il a informé la police que la dispute avait eu lieu la nuit précédant sa disparition et qu'elle était due à des problèmes financiers. Il a affirmé qu'il s'était réconcilié par la suite, mentionnant même un dîner romantique qu'il avait préparé pour Gail à leur retour dans leur appartement le 6 juillet, précisant qu'elle s'était rendue à Central Park le lendemain matin à 11 h. Malgré les questions répétées de la police pour s'assurer qu'il avait révélé tous les événements du 7 juillet, il a maintenu qu'il était resté dans l'appartement jusqu'à ce qu'ils partent pour la fête à 5h30. Cependant, cette affirmation est en contradiction flagrante avec ce qu'il a dit aux amis de Gail, affirmant qu'il l'avait cherché à Central Park entre 11 h et 5h30 et qu'il y avait même trouvé sa serviette et de l'huile de bronzage. Fait remarquable, malgré l'importance de cette information pour la disparition de Gail, il ne l'a pas communiqué à la police. Robert a informé le détective qu'il avait parlé au portier de leur complexe d'appartements, qui se souvenait avoir vu Gail partir à 11 h et ne pas être revenu. Cependant, interrogé par la police, le portier a affirmé qu'il n'avait vu ni Robert ni Gail ce jour-là. En outre, lorsque l'inspecteur d'Alsace a demandé à fouiller l'appartement en juillet, après la déclaration initiale de disparition de Gail, Robert n'a répondu à la demande que le 12 septembre et a autorisé l'entrée le 30 septembre, mais avec des restrictions. La police n'a pas été autorisée à effectuer des recherches pour prélever des échantillons de sang ou de cheveux. Alors que les soupçons concernant l'implication potentielle de Robert dans la disparition de Gail grandissaient, la police s'est penchée sur l'état de leur mariage, découvrant une relation loin d'être parfaite, qualifiée de toxique par des connaissances. Leur relation n'a pas toujours été tumultueuse. Ils se sont rencontrés au début des années 80, alors que Gail était à l'université et que Robert était interne en chirurgie à Manhattan. Au début, Robert s'est donné beaucoup de mal pour impressionner Gail, mettant en avant ses talents de pilote et sa maîtrise de plusieurs langues, et se montrant très romantique. Leur relation a même été décrite comme magique au début. Cependant, les choses ont pris une tournure différente, et ils ont commencé à se disputer plus fréquemment dans les mois qui ont précédé la disparition de Gail. La sœur de Gail, Elaine Katz, a raconté à la police un incident au cours duquel elle a vu Robert donner de force de la nourriture à Gail dans un restaurant, ce qui l'a profondément troublée. Ce n'est qu'un des nombreux faits inquiétants découverts par la police. Des amis et des membres de la famille ont décrit Robert comme étant autoritaire, et Gail a confié à un voisin qu'elle se sentait mal à l'aise chez elle. Gail avait déjà signalé à la police un incident au cours duquel elle avait prétendu que Robert l'avait étouffée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance après l'avoir surprise en train de fumer sur le balcon. Bien que Gail soit restée avec Robert après qu'il ait accepté de consulter un psychiatre, ce dernier lui a envoyé une lettre l'avertissant que Robert pouvait représenter une menace sérieuse pour sa vie. Peu avant que Gail ne soit portée disparue, elle avait entamé une nouvelle relation et décidé de quitter Robert. Elle a confié à une amie qu'elle prévoyait de l'informer de sa décision et de demander le divorce le 7 juillet. Elle a également mentionné que si Robert refusait de coopérer et d'accepter un arrangement, elle révélerait la lettre qu'elle avait reçue de son psychiatre l'avertissant du danger potentiel qu'il représentait, envisageant même de la montrer à 16 collègues. La police a constaté que l'accumulation de preuves circonstancielles permettait d'établir l'implication de Robert dans la disparition de Gail. Toutefois, un obstacle de taille subsiste. Gail n'a toujours pas été retrouvée.
Les recherches se poursuivent et la famille et les amis de Gail s'efforcent de découvrir la vérité sur sa disparition. Cependant, Robert ne semble pas s'en préoccuper. Il passe beaucoup de temps dans les Hamptons, participe à diverses fêtes et entame des relations avec d'autres femmes. En septembre 1985, une femme du nom de Roberta Karnowski emménagea avec lui au domicile conjugal et leur relation dura environ 1 an. Pendant toute cette période, malgré des efforts constants, aucune trace de Gail n'a été retrouvée et aucune arrestation n'a eu lieu. Bien qu'aucune arrestation n'ait été effectuée, l'enquête sur la disparition de Gail reste active et ouverte, l'inspecteur en chef Andy Rosenzweig réexaminant les preuves. Connaissant la passion de Robert pour l'aviation et son statut de pilote breveté, l'inspecteur Rosenzweig s'est attaché à vérifier les carnets de volume de l'aéroport du New Jersey. On sait que Robert y loue souvent des avions. L'enquête sur les registres a révélé que le 7 juillet 1985, Robert avait loué un avion Cessna 172 à l'aéroport de Caldwell à Fairfield, dans le New Jersey, à 4h30 et l'avait rendu après 1h56. Cependant, Robert avait modifié la date sur son propre carnet de volume et l'avait inscrite le lendemain, 8 juillet. La découverte du détective Rosenzweig a soulevé des questions. Pourquoi Robert a-t-il tenté de dissimuler ce volume? L'inspecteur Rosenzweig soupçonnait fortement Robert d'être responsable de la mort de Gail, pensant qu'il l'avait tué et s'était débarrassé de son corps dans l'océan Atlantique. Cependant, en l'absence du corps de Gail, le bureau du procureur a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour obtenir une condamnation. 4 ans après la disparition de Gail, en mai 1989, un torse s'est échoué sur Staten Island. À l'époque, les tests ADN n'étaient pas encore disponibles. Un technicien en radiologie a comparé une vieille radiographie du thorax avec le torse et a confirmé qu'il appartenait à Gail. Le torse a été remis à sa famille, qui a organisé un service funéraire pour Gail. Malgré cette identification, aucune charge n'a été retenue et Robert s'est installé à Las Vegas où il a créé un cabinet de chirurgie plastique prospère, a continué à sortir avec des hommes et est devenu très respecté dans la communauté. En 1996, il a épousé Janet Chalotte et le couple s'est ensuite installé dans le Dakota du Nord où ils ont eu une fille. Bien que Robert semble aller de l'avant, l'inspecteur Rosenzweig reste hanté par l'affaire non résolue de la disparition de Gail et décide de la réexaminer 10 ans plus tard lorsque l'analyse médico-légale de l'ADN est devenue possible. Avec l'accord de la famille de Gail, le torse a été exhumé pour être testé, ce qui a finalement révélé qu'il n'appartenait pas à Gail. Malgré l'absence du corps de Gail, la police et le bureau du procureur ont estimé qu'ils disposaient de suffisamment de preuves pour arrêter Robert et l'inculper de meurtre au second degré. Robert a plaidé non coupable. L'affaire contre Robert repose uniquement sur des preuves circonstancielles. Il n'y avait ni témoin oculaire, ni preuves médico-légales, ni aveu, ni cadavre. Néanmoins, l'accusation a fait valoir qu'en dépit de la nature circonstancielle des preuves, celle-ci conduisait indubitablement à une seule conclusion: la culpabilité de Robert dans le meurtre de Gail. Ils ont soutenu qu'il avait tué Gail dans leur appartement après avoir appris qu'elle avait l'intention de le quitter. Selon la police, Robert a ensuite passé des heures à démembrer le corps de Gail avant de prendre un avion au-dessus de l'océan pour s'en débarrasser entre Montauk Point, dans l'État de New York, et Cape May, dans le New Jersey. La tâche de l'accusation était de convaincre le jury qu'il était possible pour Robert de se débarrasser du corps tout en pilotant l'avion, en alléguant qu'il avait agi seul. Elle a présenté 4 témoins experts et une vidéo montrant comment un tel acte pouvait être accompli pour étayer son argumentation. Le jury a entendu les témoignages de 4 experts: le médecin légiste en chef de la ville de New York, un pilote chevronné de la police de New York, un inspecteur de la sécurité aérienne
et un pilote de ligne instructeur de vol examinateur d'essai en volume de la FAA. Ils ont affirmé que Robert, résident en chirurgie et pilote, pouvait démembrer un corps de la taille de celui de Gale, 1,80 m, 90 kg, en 10 minutes à peine. Ils ont également déclaré qu'ils pouvaient emballer les membres démembrés de Gale dans un sac de volume et les transporter par une sortie arrière non surveillée de son immeuble, puis marcher 2 pâtés de maison jusqu'à sa voiture sans se faire remarquer. Les experts ont également déclaré que Robert pouvait charger le sac de volume dans l'avion Cessna 172 sans être repéré et le piloter au-dessus de l'océan Atlantique pour se débarrasser des restes de Gale. Ils ont noté que l'avion loué était relativement simple à utiliser. L'accusation a présenté au jury des preuves de l'existence d'un mobile, révélant la liaison de Gale et son désir de quitter Robert. Elle avait fait des plans, emprunté de l'argent et était déterminée à partir le 7 juillet. La cour a appris que Robert n'avait informé personne, pas même sa famille, de ses activités aériennes ce jour-là. Le carnet de volume modifié a été présenté comme preuve, suggérant qu'il avait plutôt volé le lendemain. La cour a été informée de la nature tumultueuse de la relation entre Robert et Gale, y compris des allégations de violence domestique. Robert lui-même avait précédemment décrit leur dispute comme étant intense et explosive. Selon certains témoignages, il aurait exprimé de la haine envers Gale et fait des déclarations indiquant qu'il voulait lui faire du mal. Les témoignages ont révélé que Robert avait proféré des menaces directes et perçues comme telles. À l'automne 1983, Gale a contacté son cousin, Hilar Viez, un avocat, et a révélé qu'elle et Robert avaient eu une vive dispute au cours de laquelle il l'avait étranglée, la rendant inconsciente pour la première fois, même si ce n'était pas la première fois qu'il l'étranglait. En outre, la thérapeute de Gale, le docteur Sybil Baran, a témoigné. Contrairement aux affirmations de Robert selon lesquelles Gale était suicidaire, le docteur Baran a informé le jury qu'elle n'avait jamais abordé ce sujet avec Robert et qu'elle ne pensait pas que Gale était suicidaire. La défense soutient que Robert est innocent et présente Gale comme une personne ayant des problèmes de santé mentale, une dépendance à la drogue et des relations instables avec d'autres hommes. Elle a cité un témoin qui a affirmé avoir vu Gale dans un magasin de bagels quelques jours après sa disparition. Toutefois, l'accusation a souligné au jury que la description de la femme faite par le témoin ne correspondait pas à celle de Gale. Après avoir délibéré pendant 5h30, le jury a déclaré Robert coupable de meurtre au second degré. Il a donc été condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans à la perpétuité. Robert a fait appel du verdict, mais n'a pas réussi à le faire annuler. Après avoir purgé sa peine de 20 ans, Robert a fait des aveux pour la première fois lors d'une audience de la Commission des libérations conditionnelles en 2020. Il a admis avoir tué Gale et s'être débarrassé de son corps en le jetant d'un avion, ce qui correspond à la théorie de l'accusation. Robert a raconté qu'il s'était disputé et qu'il s'était emporté, finissant par attaquer et étrangler Gale. Il a ensuite piloté un avion, ouvert la porte et jeté le corps de Gale au-dessus de l'océan. Interrogé sur le motif du meurtre, Robert l'a attribué à son immaturité et à son incapacité à gérer efficacement sa colère. Malgré ses aveux, le corps de Gale n'a jamais été retrouvé. Le 21 mai 2016, un samedi après-midi, Douglas Daughtry, âgé de 35 ans, s'est rendu à 4h30 au poste de police de Ledgeview, dans le comté de Brown, Wisconsin, États-Unis, pour signaler la disparition de sa petite amie. Douglas vivait avec sa petite amie, Nicole Vanderheyden, 31 ans, enseignante, ainsi qu'avec leur fils Dylan, âgé de 6 mois, et les 2 enfants de Nicole issus d'une précédente relation, Michaela et Tyler. L'absence de Nicole après une soirée a suscité des inquiétudes. Selon Douglas, Nicole avait rencontré des amis la nuit précédente. Il a expliqué à la police qu'ils étaient sortis ensemble, mais qu'ils s'étaient séparés au cours de la soirée. En rentrant chez lui et en constatant l'absence de Nicole, il a supposé qu'elle était restée chez un ami. La police lui a demandé pourquoi il avait attendu l'après-midi pour signaler sa disparition. Alors que la police entame une enquête sur la disparition, elle est informée que plus tôt dans l'après-midi, avant que Douglas ne signale la disparition de Nicole,
le corps d'une femme a été découvert dans un champ par Richard Van de Hey, un agriculteur, sur Hoffman Road à Bellevue, à seulement 3 miles de la résidence de Nicole. La police a d'abord eu du mal à identifier le corps et n'a pas pu confirmer immédiatement qu'il s'agissait bien de Nicole. Ses blessures étaient si graves qu'elles n'étaient pas identifiables, ce qui nécessitait un dossier dentaire pour le vérifier. Le corps de Nicole a été retrouvé dévêtu, à l'exception d'une paire de chaussettes et d'un bracelet rose. Elle a été brutalement battue et étranglée. Les autorités ont constaté un traumatisme important sur le côté de sa tête, avec une quantité importante de sang. En outre, son dos et son corps présentaient de nombreuses éraflures et abrasions. La cause officielle du décès a été déterminée comme étant une strangulation par ligature et un traumatisme crânien par objet contondant. Au fil de l'enquête, la police a intensifié ses interrogatoires de Douglas et a procédé à des fouilles approfondies de son domicile et de son véhicule. Ils ont également interrogé ses connaissances et examiné les relevés de son téléphone portable. Un schéma troublant a commencé à se dessiner, jetant encore plus de soupçons sur Douglas. Le 20 mai, Nicole et Douglas sont prévus de rencontrer des amis et de faire garder leur enfant par une baby-sitter pour la nuit. Leur intention était de se détendre et de s'amuser. La soirée a commencé de manière positive. Ils ont rejoint des amis dans un bar de Green Bay avant de se rendre au Watering Hole pour un concert. Après le spectacle, ils se sont rendus au Sardine Can sur South Broadway. Mais Douglas a choisi de rester au Watering Hole avec son ami Greg Matthew. Malgré la déception de Nicole face à l'absence de Douglas, elle s'est efforcée de s'amuser, comme le montrent les images de surveillance du Sardine Can, où on la voit danser et se retrouver avec des amis. Cependant, sa frustration à l'égard de Douglas s'est accrue au cours de la nuit, exacerbée par une série de SMS dans lesquels elle l'accusait d'être contrôlant, abusif et infidèle. Malgré l'assurance de Douglas qu'il la rejoindrait au Sardine Can, Nicole a perdu patience. À 11h30, elle a tenté d'appeler Douglas, mais n'a pas obtenu de réponse. Cependant, lorsqu'un de leurs amis l'a contacté, Douglas a rapidement répondu, exaspérant encore plus Nicole au point qu'elle a décidé de quitter le bar. Après que Nicole a quitté le bar, l'une de ses amies a tenté de la persuader de revenir, mais elle a refusé. Sous les yeux de ses amis, Nicole a remonté la rue tout en tenant une conversation téléphonique, puis a tourné à gauche en haut de la rue. C'est ainsi que ses amis ont vu Nicole pour la dernière fois. Après le départ de Nicole, la police a visionné les images de surveillance du bar, de Sardine Can, et a vu Douglas et Greg arriver. À leur arrivée, ils ont bu quelques verres avant de repartir. La police devait découvrir si Nicole était rentrée chez elle et, si oui, ce qui lui était arrivé. Au cours de leur perquisition au domicile de Nicole, les policiers tombent sur plusieurs objets qui suscitent leur intérêt. Ils découvrent notamment une paire d'Air Jordan portant des marques, des taches et ceux qui semblent être des taches de sang. Reconnaissant l'importance de ces chaussures, les autorités les ont saisies pour effectuer des tests ADN, d'autant plus que les marques sur le corps de Nicole suggéraient qu'elle avait été piétinée alors qu'elle était au sol, et que le motif sur les semelles des chaussures ressemblait à ces marques. En outre, la police a observé ce qui semblait être des taches de sang sur le sol du garage et à l'intérieur du véhicule de Nicole. Cette découverte les a conduits à supposer que Nicole avait trouvé la mort en arrivant chez elle et que son corps avait ensuite été transporté dans le champ de la ferme à l'aide de sa propre voiture. 2 jours après la découverte du corps de Nicole, un voisin a signalé qu'il avait trouvé des objets susceptibles d'être utiles à l'enquête. Il s'agit notamment d'un cordon de charge et de grappes de cheveux blonds dans leur jardin, avec du sang visible sur les cheveux. En outre, du sang a été trouvé sur l'allée du voisin. Un examen plus approfondi par la police a révélé la présence de cheveux dans le sang, ainsi que des épingles à cheveux et 2 autres morceaux de fil de fer découverts dans le jardin. Après la découverte des vêtements de Nicole, souillés de terre et de sang le long d'une bretelle d'autoroute près de l'endroit où son corps a été retrouvé, ainsi que de son sac à main et de son téléphone portable, Douglas a été appréhendé et placé en garde à vue. Les forces de l'ordre s'attendaient à ce que Douglas soit accusé de meurtre au 1er degré
dès que les résultats de l'analyse ADN seraient disponibles. Cependant, l'analyse ADN a révélé que le matériel génétique présent sur des objets tels que les chaussettes de Nicole appartenait à un homme non identifié et non à Douglas. En outre, les preuves recueillies à leur domicile n'ont pas permis d'incriminer Douglas. Les investigations ont révélé que la voiture de Nicole n'avait pas quitté le garage pendant la période concernée, et les tests effectués sur les taches de la voiture ont donné des résultats négatifs en ceux qui concernent la présence de sang. En outre, il a été établi que le sang trouvé sur le sol du garage n'était pas d'origine humaine, et bien qu'une tache sur la paire de chaussures ait été testée positive pour le sang, elle ne correspondait pas au sang de Nicole. D'autres preuves découvertes par la police semblent disculper Douglas de son implication dans le meurtre de Nicole. L'analyste judiciaire Tyler Belling a examiné l'application Fitbit du téléphone portable de Douglas, révélant que son Fitbit n'avait enregistré que 12 pas entre 3h10 et 6h10 du matin le 21 mai. Ces données suggèrent que Douglas n'a pas participé à l'agression vicieuse et mortelle contre Nicole pendant cette période. La libération de Douglas a laissé la police perplexe et inquiète, craignant que l'affaire de Nicole ne stagne alors que les preuves indiquaient initialement son implication. Toutefois, leurs appréhensions ont été de courte durée, car une avancée dans l'affaire s'est produite peu de temps après. 3 mois après la découverte du corps de Nicole, le laboratoire de police scientifique a informé la police qu'il avait réussi à extraire suffisamment d'ADN de l'une des chaussettes de Nicole pour le comparer à la base de données nationale. Une correspondance a alors été trouvée. L'ADN correspondait au profil d'un homme de Virginie nommé George Stephen Birch. La police a découvert que George avait récemment déménagé dans le Wisconsin. Mais quel lien avait-il avec Nicole? Une enquête plus approfondie a révélé que le service de police de Green Bay enquêtait sur George en raison de son implication potentielle dans un incident sans rapport avec l'affaire, impliquant un véhicule qui lui était associé. Ce véhicule avait été déclaré volé, retrouvé en flammes et impliqué dans un délit de fuite. Le 8 juin 2016, George a été interrogé par la police sur cette affaire, au cours de laquelle il a nié toute implication. Il a affirmé avoir été dans un bar le soir du délit de fuite et avoir envoyé des SMS à une femme tout au long de la soirée. À la lumière de ces éléments, la police lui a demandé son accord pour examiner les messages textuels contenus dans son téléphone. George a accepté et un formulaire de consentement a été signé, autorisant l'agent à télécharger les informations de l'appareil, cette méthode étant jugée plus pratique que la capture manuelle d'images à des fins de documentation. Par la suite, ces informations téléchargées, y compris les données de son téléphone portable, ont été conservées dans son dossier. Lorsque les agents enquêtant sur l'homicide de Nicole ont appris l'existence de ces données, ils les ont examinées de près. Ils ont notamment découvert que George avait une adresse électronique associée à un compte Google. Sachant que les données de Google Dashboard pouvaient fournir des informations GPS, les enquêteurs ont cherché à déterminer où se trouvait George la nuit du meurtre de Nicole. La police a utilisé Google Dashboard, qui intègre les données des tours de téléphonie cellulaire, les points d'accès Wi-Fi locaux et les localisateurs GPS pour localiser le téléphone de George. En obtenant ces informations de Google, ils ont fait une découverte importante. Selon les données, dans la nuit du 20 mai, George a d'abord été localisé au bar Richard Craniums, à un peu moins d'1 kilomètre de la boîte à sardines. Il a quitté cet établissement à 2h30 du matin, après quoi les données indiquent sa présence au domicile de Nicole. Il y est resté pendant environ 1 heure, de 3h01 à 3h52. Par la suite, les données ont montré que George s'est rendu dans le champ de la ferme, où il est arrivé juste après 4 heures du matin et où le corps de Nicole a été découvert plus tard, puis sur la bretelle d'autoroute où les vêtements et les affaires de Nicole ont été trouvés. Il est rentré chez lui à 4h22. À la lumière de ces preuves irréfutables, George a été arrêté et inculpé d'homicide volontaire au 1er degré, ce pourquoi il a plaidé non coupable. L'accusation a mis l'accent sur les données extraites du téléphone portable de George et du tableau de bord Google, ainsi que sur les preuves ADN et les données Fitbit extraites de l'appareil de Douglas.
6 éléments de preuve ont constitué le cœur de l'argumentation de l'accusation. Au cours du procès, le jury a appris que, dans la nuit du 20 mai, Nicole avait quitté le bar en colère et bouleversée après une dispute avec Douglas. 6 amis qui étaient présents avec elle au bar ne savaient pas où elle se trouvait après son départ. Douglas s'est présenté à la barre et a témoigné de sa relation avec Nicole, qui a débuté en janvier 2015. Il a reconnu que, bien que les choses aient bien commencé, leur relation était troublée. Le jury a pris connaissance d'un SMS que Douglas a envoyé à sa mère 10 jours avant le meurtre de Nicole, dans lequel il envisageait de demander à Nicole et aux enfants de déménager. Douglas a informé le tribunal que même si Nicole ne consommait pas souvent d'alcool, ils avaient tous les deux beaucoup bu ce soir-là. Des preuves ont été présentées indiquant qu'après que Douglas et Greg aient quitté The Watering Hole, Douglas a parlé à Nicole au téléphone, mais son discours était incohérent. Il a demandé à Greg de communiquer avec elle et Greg a exhorté Nicole à révéler l'endroit où elle se trouvait pour qu'il vienne la chercher. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, son téléphone s'est brusquement déconnecté. Douglas a tenté de l'appeler plusieurs fois par la suite, mais ses appels sont tombés directement sur la boîte vocale. Au cours du procès, il a été révélé que Douglas et Greg, n'ayant pas réussi à localiser Nicole près de la boîte à sardines, ils sont entrés dans l'établissement mais n'ont trouvé ni Nicole ni leur compagnon. Ils ont décidé de rester et de boire encore quelques verres, passant environ 1 heure avant de partir à 2h15 du matin. Greg a ensuite raccompagné Douglas chez lui et il était plus de 2h30 lorsqu'ils sont arrivés. Douglas a demandé à la babysitter d'essayer de contacter Nicole, mais ses appels sont restés sans réponse, ce qui a conduit Greg et la babysitter à partir, laissant Douglas se coucher. Un témoignage ultérieur a révélé que Douglas s'est réveillé après 6 heures du matin pour s'occuper de l'alimentation de son fils, mais que Nicole était toujours absente et ne répondait pas aux appels. Il est retourné se coucher et s'est levé plus tard, à 10h30. Malgré ses tentatives répétées pour joindre Nicole et les questions posées à ses amis, on ne savait toujours pas où elle se trouvait. Douglas a fini par signaler sa disparition plus tard dans l'après-midi. En outre, le tribunal a entendu le témoignage de l'officier qui a eu le premier contact avec Douglas, notant l'absence de blessures visibles et le haut niveau de coopération de ce dernier. Douglas a consenti à une fouille de sa résidence sans hésitation. En outre, après avoir été informé par la police que le corps découvert était celui de Nicole, Douglas a manifesté une détresse visible, caractérisée par des pleurs, des sanglots et une hyperventilation apparente. Au cours du procès, le jury s'est vu présenter des preuves irréfutables qui ont conduit à l'arrestation de George. 6 preuves comprenaient des analyses ADN et des données numériques, notamment l'historique de navigation de George sur Internet, qui comportait notamment de nombreuses consultations d'articles d'actualité liés à la mort de Nicole. L'accusation a soutenu que George avait conduit Nicole à son domicile dans l'espoir d'avoir une relation sexuelle avec elle. Cependant, lorsque Nicole a repoussé ses avances, ils ont soutenu que George l'avait violée, agressée et finalement étranglée à mort à l'aide d'un cordon de charge. Selon le récit de l'accusation, Nicole a tenté de fuir vers la sécurité de son domicile, mais George l'a interceptée et l'a violemment agressée dans l'allée. L'accusation a souligné que les blessures de Nicole suggéraient qu'elle avait été plaquée au sol à plusieurs reprises, qu'elle avait été piétinée et qu'elle avait reçu de nombreux coups de pied. Au cours du procès, l'accusation a soutenu qu'après avoir agressé Nicole, George avait transporté son corps sans vie dans le champ de la ferme et s'était débarrassé de ses affaires en route vers son domicile. L'accusation a présenté des photographies montrant George apparemment insouciant quelques heures seulement après le meurtre, souriant et riant alors qu'il pêchait avec un ami. Le témoignage du médecin légiste a fourni des détails cruciaux à la cour, confirmant que Nicole avait été étranglée et battue à mort, subissant un nombre stupéfiant de 241 blessures. En revanche, la défense a affirmé que Douglas était le véritable auteur du crime, affirmant qu'il était entré dans une violente colère après avoir vu Nicole se livrer à une activité sexuelle consensuelle avec George à l'extérieur de leur résidence. La défense a également présenté le témoignage de la babysitter, Dallas Kennedy, qui a affirmé que Douglas avait suggéré que Nicole avait simplement souffert d'un traumatisme crânien et avait exprimé son incertitude quant à l'endroit où elle se trouvait. George s'est présenté à la barre et a clamé son innocence,
reconnaissant sa présence auprès de Nicole la nuit de sa mort, mais niant toute implication dans son meurtre. George a donné sa version des faits, déclarant que Nicole et lui s'étaient rencontrés au bar Richard Craniums, où ils ont flirté tout au long de la soirée. Après la fermeture du bar, vers 2h30 du matin, George a proposé à Nicole de la raccompagner chez elle, ce qu'elle a accepté. Pendant le trajet jusqu'à son domicile, ils ont poursuivi leur conversation, qui a fini par déboucher sur une intimité physique. Selon le récit de George, ils ont eu des rapports sexuels à l'arrière de sa voiture, Nicole étant allongée sur le siège arrière et lui debout, la portière du passager arrière ouverte. Il a affirmé avoir été attaqué de manière inattendue et avoir perdu connaissance. Avant de se réveiller sur le sol, Douglas se tenant au-dessus de lui et brandissant une arme. George a affirmé que Nicole était déjà décédée à ce moment-là, laissant entendre que Douglas avait dû la tuer. Il a affirmé que Douglas l'avait menacé d'une arme, le contraignant à charger le corps de Nicole dans sa voiture et à se rendre sur le terrain pour s'en débarrasser. Cependant, George a affirmé qu'il avait saisi l'occasion de maîtriser Douglas, de l'assommer et de s'échapper. Il a ensuite jeté les affaires de Nicole par la fenêtre de sa voiture en rentrant chez lui. Après les plaidoiries de la défense et de l'accusation, le jury se retire pour délibérer sur son verdict. Étonnamment, en l'espace de 45 minutes, ils posent une question qui préoccupe grandement l'accusation. Leur demande d'examiner le cordon utilisé lors de l'étranglement de Nicole, ainsi que des cordons provenant du garage de Douglas, laissait entrevoir la possibilité de l'innocence de George et de la culpabilité de Douglas, ce qui a déstabilisé l'accusation. Toutefois, ces spéculations se sont avérées fausses lorsque le jury a rendu un verdict de culpabilité pour George, accusé d'homicide volontaire au premier degré, à l'issue de 3 heures de délibération. Dans une juridiction où la peine de mort n'est pas applicable, la peine la plus sévère possible est l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, peine à laquelle George a été condamné. Lors de la condamnation de George, le juge Zakowski a fait remarquer que la mort de Nicole van der Heyden était le meurtre le plus brutal jamais commis par une seule personne dans l'histoire du comté de Brown. George a fait appel de sa condamnation, affirmant que ses droits au 4e amendement avaient été violés lorsque le juge de première instance a autorisé l'utilisation des données obtenues à partir de son téléphone portable au cours du procès. Il a soutenu que l'extraction initiale des données dépassait le consentement qu'il avait accordé, que la conservation des données était illégale et que l'accès aux données violait ses attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée. George a maintenu qu'il avait consenti à l'extraction de ces messages textes uniquement pour une autre affaire et qu'il n'avait pas anticipé leur utilisation dans l'affaire de Nicole. En outre, George a fait valoir que les preuves concernant les données extraites du Fitbit de Douglas auraient dû être présentées avec le témoignage d'un expert pour faciliter la compréhension du jury et que l'absence de ce dernier rendait les preuves insuffisamment authentifiées. Malgré ces arguments, la Cour suprême a rejeté l'appel de George et confirmé sa condamnation. Ciara Catherine Jugin est née le 11 février 1996 à Sylvania, dans l'Ohio, de parents Sheila Vakulik et Tom Jugin. Surnommée CE par ses amis et sa famille, elle a été diplômée de l'Evergreen High School en 2014. Le 19 juillet 2016, un mardi, Ciara Jugin, 20 ans, a passé l'après-midi à faire du vélo dans le comté rural de Fulton, situé à l'ouest de Toledo, avec son petit ami depuis 7 ans, Josh Kolasinski. Ciara, étudiante à l'université de Toledo, résidait chez ses grands-parents à Metamora, dans l'Ohio, aux États-Unis. Plus tard dans la soirée, lorsque la mère de Ciara, Sheila Vakulik, est arrivée chez ses parents, elle a remarqué que la lumière de la chambre de Ciara était éteinte, ce qui était inhabituel. Sachant que Ciara entretient des relations étroites avec sa famille et ses 4 frères et sœurs, Sheila s'est inquiétée lorsqu'elle s'est rendue compte que Ciara ne les avait pas informés de son intention de passer la nuit dehors. L'inquiétude initiale de Sheila s'est transformée en panique lorsqu'elle a reçu un appel de Josh à 10h30. Josh s'est enquis des allées et venues de Ciara et, apprenant qu'elle n'était pas chez elle,
il a informé Sheila qu'il avait envoyé plusieurs SMS à Sierra sans réponse. De plus, tous les appels au téléphone de Sierra sont tombés directement sur la messagerie vocale, indiquant que le téléphone était éteint ou hors service. Incapable de joindre Sierra elle-même, Sheila a rapidement signalé la disparition de sa fille à la police et s'est jointe aux efforts de recherche. Sheila a informé la police que Sierra n'était pas rentrée chez elle après la balade à vélo avec Josh. Les autorités ont interrogé Josh, qui était la dernière personne à avoir vu Sierra. Josh a raconté leur sortie, déclarant qu'ils étaient allés faire du vélo le long de routes rurales et à travers des champs de maïs. Il a partagé une vidéo Snapchat qu'il avait prise de Sierra pendant la balade, la montrant souriante sur son vélo violet. Josh a expliqué qu'il était sur sa moto, restant près de Sierra jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain point sur la route de Comté 6, où Sierra a décidé de continuer à rouler seule jusqu'à la maison. Après avoir échangé un baiser, Josh a fait demi-tour en direction de son propre domicile. Cette interaction a eu lieu vers 6h45 et, bien que Josh ait promis de reprendre contact plus tard, il n'a pas reçu de réponse au SMS qu'il a envoyé à Sierra après être rentré chez lui. Après avoir visionné la vidéo Snapchat et remarqué que Sierra portait une montre Fitbit, la police a entrepris de localiser sa montre et son téléphone. Simultanément, ils ont effectué des recherches sur la route départementale 6 et dans la zone où Josh a vu Sierra pour la dernière fois, observant des signes de perturbation dans une partie du champ de maïs avec quelques tiges cassées. En poursuivant leur enquête, les policiers ont repéré le vélo de Sierra, plusieurs rangées dans le champ de maïs, le guidon étant couvert de sang. Fait remarquable, cet endroit n'était qu'à un demi-mile de son domicile. À côté du vélo, ils ont découvert les lunettes de soleil de Sierra. Ils ont également trouvé une deuxième paire de lunettes de soleil, un tournevis et un casque de moto apparemment taché de sang. Malgré la présence de ces objets, il n'y avait aucune trace de Sierra. La lutte apparente indiquée par les troubles, le sang et les objets abandonnés a conduit les autorités à suspecter un possible enlèvement. Elles ont donc élargi leurs recherches et interrogé des personnes résidant dans les environs. Dans le cadre de leur enquête, les autorités se sont entretenues avec James Worley, un habitant d'une propriété de 3 acres située à l'ouest de Toledo. Worley exploitait un petit atelier de réparation de moteurs à son domicile et vivait avec sa mère et son frère. Worley a informé la police qu'il connaissait bien la zone qu'il recherchait car sa moto y était tombée en panne plus tôt dans la journée. Il a déclaré avoir perdu son casque, son tournevis, ses lunettes de soleil et ses fusibles, ce qui a inquiété la police car ce sont les mêmes objets qui ont été trouvés près des lunettes de soleil de Sierra. Sans qu'on le lui demande, Worley a affirmé à la police qu'il n'avait rien volé et qu'il n'avait fait de mal à personne. En outre, la police a remarqué des marques fraîches sur ses bras et des ecchymoses sur ses jambes, ce qui a renforcé ses soupçons et l'a incité à sécuriser et à fouiller immédiatement ses biens. Au cours de la perquisition, les autorités ont découvert une quantité inquiétante d'objets, notamment des cordes, du ruban adhésif, des attaches de fermeture éclair, des menottes, des armes à feu, des munitions, des appareils d'enregistrement vidéo et des pellicules. À l'intérieur de l'une des granges de Worley, cachée derrière de hautes balles de foin, les autorités ont découvert ce qui a été décrit comme un cachot de fortune. Cette zone contenait des entraves fixées au mur, ainsi qu'un congélateur avec ceux qui semblaient être du sang à l'intérieur. Une forte odeur d'eau de javel imprégnait les lieux. Malgré ces découvertes inquiétantes, il n'y avait aucune trace de Sierra dans la propriété. La police a poursuivi son enquête en fouillant le camion de James Worley, où elle a découvert d'autres objets compromettants, notamment d'autres attaches de fermeture éclair, une cagoule, 2 jeux de menottes, de la corde et du ruban adhésif. Bien qu'il soupçonne Worley d'avoir des informations sur l'endroit où se trouve Sierra, il reste peu coopératif et pose une question à la police. Comment enlever ou kidnapper quelqu'un sur une moto? Tragiquement, 3 jours après que Sierra ait été vue vivante pour la dernière fois, son corps a été découvert dans une fosse peu profonde, enterré dans un champ de maïs, situé à seulement 12 miles de la résidence de James. Elle a été retrouvée ligotée, bâillonnée et entravée, avec les poignets menottés et les chevilles attachées à l'aide d'une corde. Rien n'indique que Sierra ait été agressée sexuellement. Une autopsie a été pratiquée,
confirmant que la cause du décès de Sierra était l'asphyxie. Le médecin légiste a déterminé qu'il avait fallu plusieurs minutes à Sierra pour mourir, l'asphyxie ayant été provoquée par un gros objet en plastique placé dans sa bouche. L'autopsie n'a révélé aucune preuve d'agression sexuelle. James a été arrêté et a été inculpé de meurtre aggravé avec une spécification d'évasion, d'enlèvement, d'agression criminelle, de possession d'outils criminels, de falsification de preuves et de possession d'armes alors qu'il était sous le coup d'une incapacité. Malgré ces accusations, il a plaidé non coupable pour chacune d'entre elles. Au cours de la plaidoirie de l'accusation, le procureur du comté de Fulton, Scott Hasselman, a insisté auprès du jury sur le fait qu'il ne pouvait y avoir aucun doute quant à la responsabilité de James dans la mort de Sierra. Hasselman a affirmé que les preuves issues de la technologie de localisation des téléphones portables, de l'analyse de l'ADN et des entretiens enregistrés avec James démontreraient clairement sa culpabilité dans l'enlèvement et le meurtre de Sierra. Hasselman a exhorté le jury à suivre méticuleusement la piste des preuves présentées. La Cour a appris qu'un mois avant l'enlèvement de Sierra, James avait utilisé un ordinateur à son domicile le 24 juin à 5h03 du matin pour chercher « Adolescent plus Octide ». Le jour de la disparition de Sierra, James a passé la journée à utiliser le même ordinateur pour naviguer sur des sites pornographiques. L'inspecteur Morford a déclaré qu'en fouillant l'ordinateur, qui était protégé par un mot de passe, il a trouvé divers termes de recherche, des vidéos et des documents sous le nom d'utilisateur Jim. Parmi les documents retrouvés figuraient des termes de recherche et des vidéos contenant des mots tels que viol, forcé, autostoppeur, bloqué, sans défense et bâillon. L'accusation a fait valoir qu'après avoir passé la journée à naviguer sur des sites pornographiques, James a rencontré par hasard Sierra qui rentrait chez elle à vélo. Bien qu'elle lui soit totalement étrangère, il l'a suivie et a réussi à la faire sortir de la route et à la faire tomber dans un champ de maïs. Selon leur dossier, il l'a poursuivie dans le champ de maïs et l'a frappée à la tête avec son casque de moto, ce qui a pu la rendre inconsciente. Les preuves présentées au tribunal ont révélé que le sang de Sierra a été retrouvé sur le casque. L'accusation a soutenu que James a ensuite attendu dans le champ de maïs avec Sierra pendant environ 2 heures, comme l'indiquent les données de localisation de son téléphone portable. Il aurait laissé Sierra dans le champ de maïs et serait rentré chez lui en moto pour récupérer sa camionnette. Ensuite, James serait retourné dans le champ de maïs, aurait récupéré Sierra et l'aurait transportée dans le donjon improvisé dans la grange de sa propriété. Bien que l'accusation n'ait pas pu déterminer avec certitude ce qui s'est passé à l'intérieur de la grange, elle a soutenu que James avait ligoté et bâillonné Sierra et que l'objet utilisé pour la bâillonner avait finalement entraîné sa mort. Ils ont suggéré que James s'était ensuite rendu à un autre endroit dans un champ de maïs, à environ 12 miles de la grange, où il a enterré Sierra dans une tombe peu profonde. Les preuves présentées au cours du procès impliquent de manière écrasante James dans la mort de Sierra. Le sang de Sierra a été découvert sur la moto de James et des traces de son sang ont également été trouvées sur des attaches de fermeture éclair, du gaz lacrymogène et une cagoule de ski trouvée sur sa propriété. En outre, l'accusation a informé le jury que le ruban adhésif retrouvé sur les lieux contenait à la fois l'ADN de James et celui de Sierra. Les témoignages ont révélé l'existence d'un donjon sur la propriété de James, où plusieurs paires de culottes féminines, des journaux, des cartes et une caméra de nounou ont été trouvés. Interrogé sur la présence de sang sur son casque, James n'a pas fourni d'explication. Il a d'abord prétendu que les culottes avaient été achetées en ligne en Chine pour son usage personnel, mais il a ensuite admis avoir planifié des tournages de pornographie amateur, en recrutant éventuellement des femmes sur des sites web tels que Craigslist et Backpage. Le docteur Cynthia Baser, coroner adjoint du comté de Lucas, a témoigné au sujet de l'autopsie de Sierra. Elle a décrit Sierra comme mesurant 5 pieds 4 pouces et pesant 122 livres au moment de sa mort. Le docteur Baser a confirmé que les poignets et les chevilles de Sierra étaient liés lorsque son corps a été découvert. Elle a détaillé les blessures trouvées sur le corps de Sierra, notamment des contusions sur la jambe gauche, une lacération sur le front, une incisive supérieure gauche cassée et une fracture capillaire à l'arrière du crâne.
Lors de son témoignage, le docteur Beisser a décrit un objet étranger jaune, ressemblant à un jouet pour chien, trouvé dans la bouche de Sierra, qui était attaché à un lien autour de sa nuque. Cet objet, qui mesurait 3 pouces de long et 2 pouces de large, a obstrué les voies respiratoires de Sierra, privant son cerveau d'oxygène pendant plusieurs minutes. Le docteur Beisser a suggéré que la dent cassée de Sierra pourrait être due à l'insertion forcée de l'objet dans sa bouche. Le docteur Beisser a conclu que l'objet avait entraîné l'asphyxie de Sierra, un processus qui aurait pu prendre jusqu'à 10 minutes avant qu'elle ne meure. Elle a souligné que Sierra n'avait pas été agressée sexuellement. Interrogé par le procureur du comté de Fulton, Scott Hazelman, le docteur Beisser a confirmé que la fracture du crâne de Sierra avait pu être causée par un casque de moto. L'avocat de la défense, Merle Deck, a commencé la plaidoirie en affirmant au jury que l'accusation n'avait pas réussi à prouver au-delà de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l'affaire. Il a fait valoir que sur la base de ce manque de preuves concluantes, le seul verdict approprié était de déclarer James non coupable. La défense a fait valoir que James ne connaissait pas Sierra et qu'il ne l'avait pas rencontrée le 19 juillet. Elle a soutenu que les preuves contre son client étaient faibles, reconnaissant que ces affaires étaient effectivement présentes dans le champ de maïs ce jour-là, mais affirmant qu'elles avaient été laissées là lorsque sa moto était tombée en panne. Ils ont souligné le rapport d'un témoin décrivant un homme dans le champ de maïs portant un short rouge. Cependant, malgré une enquête approfondie et la fouille de ses biens, aucun short rouge n'a été trouvé. La défense a affirmé que la police avait arrêté le mauvais individu. En CE, qui concerne le donjon de fortune découvert dans la grange de James, la défense a fourni une explication innocente. Elle a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un cachot, mais simplement d'une pièce où des entraves étaient fixées au mur. Ces entraves étaient destinées à être utilisées dans un studio de pornographie, car James était censé se lancer dans une nouvelle entreprise. Ils ont suggéré que les recherches de pornographie effectuées par James sur son ordinateur étaient liées à cette entreprise. Au cours du procès, Lawrence Krise a déclaré qu'il connaissait James et qu'il résidait sur la route départementale 6. Il a indiqué qu'il se rendait chez James environ 1 ou 2 fois par mois et a admis qu'il regardait parfois de la pornographie avec James lorsque sa mère se couchait. Lawrence a également déclaré que James lui avait montré la culotte et avait exprimé le désir de créer un studio de pornographie de type casting couch. Des enregistrements d'entretien entre James et la police ont été présentés au jury, dans lesquels James a admis avoir planifié des tournages de pornographie amateur en utilisant la culotte. En CE, qui concerne les blessures de Sierra, la défense a posé des questions sur l'origine des lacérations à l'avant et à l'arrière de sa tête. L'avocat de la défense Mark Berling a interrogé le docteur Beisser, lui demandant si un casque de moto était le seul objet capable d'infliger de telles blessures. Le docteur Beisser a reconnu que si un casque de moto pouvait causer de telles blessures, il y avait plusieurs autres causes potentielles, ce qui indique que les possibilités sont presque illimitées. La défense a soutenu que le casque de James n'était pas responsable des blessures de Sierra. Interrogé par la défense, le docteur Beisser a confirmé qu'il n'y avait aucune trace de torture sur le corps de Sierra, ce qui corrobore l'argument de la défense. Après 6 heures de délibération, le jury a déclaré James coupable, ce qui a donné lieu à une audience de détermination de la peine pour savoir s'il serait condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ou à la peine de mort. Au cours de sa déclaration de 45 minutes à l'audience de détermination de la peine, James a clamé son innocence, affirmant qu'il avait été victime d'un coup monté. Il s'est adressé à la famille de Sierra, reconnaissant qu'elle était une belle personne et exprimant ses condoléances pour leur perte. La défense a demandé à la Cour d'imposer une peine de prison à vie plutôt que la peine de mort, citant le sadisme sexuel de James associé à un trouble fétichiste. Cependant, le juge a rejeté cette demande et a condamné James à la peine de mort. Le juge a souligné à la défense que s'il y avait eu le moindre doute quant à l'innocence de James, il aurait plutôt opté pour une peine d'emprisonnement à vie. Il a été révélé que l'enlèvement de Sierra n'était pas la première fois que James était impliqué dans un tel crime. Avant la mort de Sierra,
James avait été condamné pour enlèvement à la suite d'un autre incident. En 1990, il a commis un enlèvement violent sur une femme nommée Robin Gardner. Au cours de cet épisode, James a rencontré Robin alors qu'elle faisait du vélo sur une route de campagne près de Toledo. En percutant délibérément son vélo avec son véhicule, il l'a fait tomber dans un fossé. James lui a alors offert son aide, feignant l'inquiétude, avant de l'agresser en la frappant à la tête et en l'entraînant de force dans son camion, où il lui a passé les menottes. Après l'avoir blessé en lui coupant la jambe avec un tournevis à tête plate, il a menacé Robin, l'avertissant qu'elle devait obtempérer sous peine de subir des conséquences mortelles. « Fais ce que je te dis, ou je te tue. Je suis sérieux, je vais te tuer. » Après la tentative d'enlèvement de Robin Gardner, celle-ci a réussi à s'échapper du camion de James et à chercher de l'aide auprès d'un motocycliste qui se trouvait à proximité. Désemparée et toujours menottée, Robin a été aidée par le motard qui l'a ramenée chez elle, où elle a ensuite signalé l'incident aux autorités. James a cependant nié avoir tenté d'enlever Robin, affirmant au contraire qu'il essayait simplement de la retenir alors qu'elle tentait de fuir la scène de ce qu'il a décrit comme un accident. Il a affirmé que Robin avait coupé devant lui avec son vélo, provoquant ainsi la collision. Malgré les affirmations de James, il a finalement plaidé coupable pour l'accusation d'enlèvement et a été condamné à une peine de 4 à 10 ans de prison. Chose choquante, il a été libéré après avoir passé seulement 3 ans derrière les barreaux. Robin a subi de graves blessures, notamment une commotion cérébrale, une fracture du crâne, des contusions et des coupures à la suite de cette épreuve. Cette expérience traumatisante a profondément marqué sa vie, la privant de plaisirs simples tels que l'observation des oiseaux et la randonnée. L'exécution de James est actuellement prévue pour le 20 mai 2025. Le meurtre tragique de Sierra a motivé l'adoption du projet de loi 231 du Sénat de l'Ohio, qui vise à créer une base de données consultable sur les criminels condamnés pour des infractions violentes spécifiques et résidant dans l'État. Promulguée en décembre 2018, cette mesure constitue une étape vers l'amélioration de la sécurité publique et de la sensibilisation aux individus ayant des antécédents criminels violents.